bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de participer à cette journée de conférence autour de la transformation durable et plus particulièrement sur le sujet de la finance durable. Notre conférence s'intitule Asset Management et investisseurs, la révolution ESG. Pour nous apporter leur éclairage sur le sujet, je serai accompagné de Sarah Labbé, cofondatrice de Acteurs de la finance responsable et consultante spécialisée, Carole Saccheo, directrice des investissements groupe Maïf, et Jean-François Coppenol, directeur des projets stratégiques chez Abeille Assurance, en charge de l'intégration des facteurs ESG dans la gestion. Je vous propose de commencer par faire un état des lieux sur le sujet, et notamment, Sarah, peut-être pouvez-vous commencer par nous donner les raisons que vous avez identifiées qui peuvent nous permettre de rentrer justement dans ces différentes questions de l'ESG. Bien sûr, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors effectivement, la question de l'ESG, côté finance, ça fait un moment qu'on travaille sur le sujet, en tout cas qu'on s'y intéresse. Il y a plusieurs raisons à ça. Finalement, quand on y réfléchit, pour ma part, j'en ai identifié 3. Pendant nos discussions, on en a peut-être même trouvé 4. Donc, on va pouvoir en parler. En tout cas, pour les 3 premières, peut-être que finalement, il y a 3 angles à prendre. Le premier, c'est celui des risques. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans un climat en tout cas assez inquiétant en matière de changement climatique, avec le dernier rapport du GIEC qui vient de sortir, avec aussi plus largement tous les enjeux en termes d'adaptation, de transition, et que ce soit de l'économie et du climat et des aspects aussi sociaux, on a des risques qu'il faut qu'on mitige, tout simplement. Donc, l'angle du risque est probablement le premier, le plus historique aussi. On a autour de la table des professionnels de l'assurance qui en parleront bien mieux que moi. Et effectivement, la question des risques est une priorité aujourd'hui pour pouvoir se préparer au monde de demain. Le second sujet, finalement, c'est la réglementation, bien sûr, puisque le régulateur nous offre aujourd'hui un panel de réglementation au niveau français et européen qui est très important. On en reparlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure, mais aujourd'hui, la raison pour laquelle la finance s'intéresse à ces sujets, c'est aussi qu'elle n'a pas le choix. Finalement, le régulateur nous impose un certain nombre de cadres en matière de transparence, en matière aussi de reporting, de suivi de nos portefeuilles, de choix d'investissement. Et puis le troisième sujet, c'est aussi l'opportunité, parce qu'il ne faut pas forcément voir le verre qu'à moitié vide, on peut aussi le voir à moitié plein et se dire qu'aujourd'hui, un monde qui se transforme, ça peut aussi être des opportunités d'investissement, des opportunités en matière de transformation. C'est tout l'objet du salon auquel on participe aujourd'hui, justement. Et donc voilà, l'idée, c'est de se dire, est-ce que je prends le sujet par les risques, par les opportunités, par la réglementation ? En général, probablement un petit peu des 3, mais ça nous donne finalement ce constat que la finance devient leader sur ces sujets et qu'on est en train petit à petit de se transformer du fait de tous ces enjeux. Justement, Carole, par rapport à ce triptyque de comment rentrer dans l'ESG, je crois que vous, chez le groupe Maïf, en tout cas, il y a bien longtemps que vous aviez un troisième aspect là-dessus. Et un quatrième, pardon, excusez-moi, si vous vouliez nous le partager. Oui. Bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on peut trouver les motivations pour faire de l'ISR dans le triptyque qu'a évoqué Sarah, la gestion des risques, la saisie d'opportunités et la pression réglementaire. Néanmoins, il y a un autre élément qui est assez fondamental pour moi, en tout cas pour la Maïf, c'est aussi la conviction finalement et le fait que quand on est un assureur, un investisseur institutionnel, on a bien sûr une responsabilité fiduciaire, mais aussi une responsabilité en matière de durabilité. Donc la conviction est quelque part, ça fait partie de l'ADN, je pense, des assureurs, de se dire que faire de l'investissement socialement responsable, ça fait partie de nos métiers d'assureurs et d'investisseurs, bien évidemment. Et si on va plus loin, c'est aussi l'investissement socialement responsable, un vecteur d'expression de la mission de l'entreprise, dans le cas où l'entreprise a souhaité se doter d'une mission, ce qui est le cas du groupe Maïf depuis quelques années. Donc effectivement, on s'y intéressait très tôt puisque notre démarche d'investisseur socialement responsable date de 2006, à une époque où finalement l'offre de produits responsables dans le marché était vraiment très très limitée, voire inexistante. En 2009, nous avons été le premier assureur français à signer les PRI, les principes pour l'investissement responsable. Et à partir de là, nous nous sommes inscrits vraiment dans une démarche d'amélioration continue pour faire progresser
adapter notre démarche et faire en sorte que, à partir de 2019, déjà, tous nos investissements passent au crible des critères extra-financiers. C'est-à-dire que, quelle que soit la façon dont nous investissons, que ce soit en direct ou via des fonds, quel que soit le sous-jacent, que ce soit de la dette, du capital, de l'immobilier, de l'infrastructure, tous nos investissements sont analysés par le biais du financier et de l'extra-financier. C'est quelque chose qui est systématique depuis 2019 à la Maïf. L'accélérateur, ça a été bien sûr Maïf Société à mission en 2020. Comme je le disais, c'est un très bon vecteur d'expression de cette mission. Et là, nous nous sommes dotés d'ambitions encore supérieures au niveau de notre stratégie ISR, qui s'est également dotée d'une stratégie climat il y a maintenant un an. Voilà. Jean-François, vous souhaitez rebondir peut-être sur ce sujet-là avant que je donne la parole à Sarah pour qu'elle nous fasse un petit justement état des lieux de la partie réglementaire? Oui, absolument. Bonjour à tous. Je sais pas, mon micro marche? Ouais, ouais. Oui, donc on a évoqué différents prismes à travers lesquels on peut regarder et appréhender la problématique ISR, donc les risques, la réglementation, l'opportunité. Carole a mentionné également la conviction. Moi, ce que je tenais à dire, c'est que au-delà de l'ISR, pour un assureur comme Abeille Assurance, et je pense que c'est également le cas pour les banques ou les asset managers, en fait, on regarde ces aspects ESG à la fois à l'actif, au passif et dans notre modèle d'affaires. Car ce qu'on constate, c'est que les risques ESG peuvent à la fois impacter la valorisation de notre actif et également générer des risques au passif et également, je dirais, impacter l'attractivité des produits que nous pouvons vendre. Donc cette prise en compte des facteurs ESG, elle ne se limite pas seulement à l'actif, et il est important pour les assureurs, les banquiers, d'avoir une approche un peu holistique, exhaustive, qui prend en compte en fait l'ensemble du modèle d'affaires. Et un autre point que j'aimerais faire, c'est que en fait, souvent, on a entendu beaucoup parler qu'il y avait une dichotomie ou un antagonisme entre la recherche de performance financière et l'intégration des critères ESG. Et ce qu'on voit justement à travers ces problématiques de risque et d'opportunité, c'est qu'en fait, ces éléments sont parfaitement congruents. On peut parfaitement dégager une performance financière tout à fait acceptable en intégrant les critères ISR. Et là, justement, il y a une notion de temporalité qui est assez importante. Ça avait été évoqué justement par l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, Marc Carney, sur la tragédie des horizons. Parce qu'en fait, la problématique, c'est que, en fait, bien souvent, les investisseurs ont une vision de la performance à court terme, donc gérer une performance, battre un benchmark sur un an. Mais pour nous, assureurs, nous sommes des investisseurs de long terme, donc c'est en fait ces risques ESG, je pense notamment aux risques climatiques, vont se manifester à une échéance un peu plus longue, la transition peut-être assez rapidement, enfin le risque de transition lié au climat assez rapidement, les risques physiques peut-être à horizon je dirais 2030, mais comme nous investissons sur des durations qui sont assez longues, il est absolument impératif que nous prenions en compte ces risques dans notre gestion. Justement, quels sont les outils que la réglementation nous donne pour justement aller chercher cette performance et réglementer un petit peu tous ces sujets-là? Sarah, pouvez peut-être nous faire un état des lieux sur cette partie réglementaire un petit peu? Bien sûr, avec plaisir. Alors, je m'excuse préalablement pour le jargon, les acronymes, mais je suis sûre que vous allez me suivre, c'est pas très grave, ça va aller. Donc effectivement, depuis maintenant à peu près 2018, l'Union européenne a lancé un grand projet qui est le fameux plan pour la finance durable dont on entend beaucoup parler. Ce plan, il se dit de façon, je vais réemprunter votre mot Jean-François, de façon holistique, comment on fait pour répondre à ce grand sujet qui est le changement climatique et comment on fait en tout cas par le prisme de la finance. Et finalement, si on y réfléchit pour faire très simple, le premier pilier, celui dont on a d'ailleurs beaucoup entendu parler ces derniers temps, c'est la taxonomie européenne. Pourquoi ? Parce que il va nécessairement nous falloir un langage commun. Qu'est-ce qui est vert? Qu'est-ce qui n'est pas vert? Qu'est-ce qui est green? Qu'est-ce qui n'est pas green? Aujourd'hui, notre premier souci, finalement, c'est qu'on ne tombe pas tout à fait tous d'accord sur la définition de ce qu'est un actif, on va dire, positif pour la transition, pour la planète. Il y a beaucoup de thématiques différentes. Je pense que si on regarde par un prisme ou un autre, ça génère beaucoup de débats. On l'a vu sur la question de ces énergies de transition, comme le gaz ou le nucléaire. Nous, les Français, on a défendu bec et ongle notre nucléaire, qui est un fleuron national, face à des Allemands qui, eux, de leur côté, sont tout à fait contre le nucléaire. Donc, il y a
il y a une vraie difficulté finalement tout d'abord à tomber d'accord sur la définition, parce qu'une fois qu'on a une définition commune, on peut tous se comparer les uns les autres, on peut se comparer à un benchmark justement, se dire est-ce que j'arrive justement sur le même type de critères extra-financiers à battre mon benchmark ou pas sur un pourcentage d'alignement avec la taxonomie. Donc finalement la première règle c'était de dire on classifie, telles activités sont vertes, telles activités ne le sont pas. On a encore beaucoup à classifier parce qu'aujourd'hui on a fait une partie, on a fait l'adaptation, la transition, on a encore tous les aspects économie circulaire, biodiversité pour pouvoir justement identifier. Donc c'est vraiment un work in progress, on a encore beaucoup de travail. Et une fois qu'on aura terminé la partie environnementale, on pourra s'attaquer à la partie sociale, ça fera encore autre chose. On pourrait demain avoir aussi une taxonomie brune. C'est quoi une activité justement qui n'est pas pour la transition écologique, qui n'est pas vraiment dans le monde de demain. Il va falloir aussi les identifier pour qu'on arrive à tomber d'accord. Et donc ça, c'est le premier bloc. Ça a demandé énormément de travail à l'Union européenne. Et puis finalement, une fois qu'on a ce premier outil, il faut forcément le décliner. C'est-à-dire que toutes les entreprises vont devoir nous dire aussi quelle part de leurs activités est alignée avec la taxonomie ou pas, comment elle fonctionne, quels sont les indicateurs. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle CSRD. Alors CSRD, c'est un petit peu la réforme de la DPEF qu'on connaît, la déclaration de performance extra-financière. On va essayer de la remettre à jour pour qu'elle intègre cet aspect taxonomie et aussi qu'elle puisse s'améliorer avec le temps, puisque encore une fois, on est dans un milieu qui est en pleine évolution, où on apprend à construire des standards. Et donc, notre fameuse réglementation NFRD qui remonte à 2018, qui nous a emmenés vers cette déclaration de performance extra-financière, c'est l'occasion de la remettre à jour pour qu'on tombe tous d'accord sur des indicateurs communs. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'investisseur, c'est hyper important qu'on ait des outils de comparabilité. En fait, tout simplement, on a des vrais enjeux, on compare des choux et des carottes parfois, donc c'est pas forcément facile. L'idée donc de CSRD, c'est de nous aider à faire ça. C'est un deuxième bloc finalement de la réglementation. Le troisième bloc, c'est celle dont on a beaucoup entendu parler dans le milieu de la finance, qui est SFDR. Ça fait peur à tout le monde quand on en parle. On en a beaucoup parlé en 2021. Mais finalement, SFDR, ça n'a rien de très compliqué sur le papier. L'idée, c'est de se dire quel type de fonds on commercialise et on développe. Est-ce que ce sont des fonds qui ne s'intéressent pas forcément pour le moment à ces sujets extra-financiers ? Il y en a encore sur le marché et il n'y a pas de souci avec ça. Simplement, il faut pouvoir facilement les identifier pour les autres investisseurs afin qu'on puisse, de la même façon, parler avec un langage commun. C'est les fameux articles 6 dont on parle beaucoup. Et puis ensuite, on va se dire, il y a pas mal de fonds qui commencent à se mettre en route, qui intègrent des critères extra-financiers, qui vont étudier leurs investissements, mesurer certains indicateurs. C'est des fonds qu'on va plutôt appeler article 8 pour faire très très simple en vulgarisant beaucoup. Et puis il y a des fonds que j'aime bien dire impact quasiment, en tout cas des fonds qui ont ce qu'on appelle un objectif durable, qui sont engagés à atteindre un certain nombre d'objectifs, que ce soit sociaux, environnementaux. C'est ce qu'on appelle des fonds maintenant article 9 du fait de cette réglementation. Et donc on arrive facilement à les identifier et donc ça aide les autres investisseurs à faire des choix en conséquence en se disant je vais peut-être vouloir travailler, on en parlera peut-être après, vous pourrez me dire chez vous comment vous faites, mais j'imagine que vous avez un intérêt à vous dire je veux telle quantité d'article 8 quand j'investis, telle quantité d'article 9. Je veux aider aussi les sociétés de gestion qui s'auto-classifient comme ça à évoluer. On en avait beaucoup discuté à la préparation de ce panel. C'était très intéressant justement comment on s'identifie, on s'auto-classifie et demain on progresse en se disant que c'est toute une courbe. On est un jour article 6, demain on essaye d'être 8, peut-être un jour on sera 9. En tout cas, l'idée c'est de s'encourager collectivement, c'est de pouvoir se comparer les uns avec les autres. C'est très important. Et de se rassembler autour de cet ensemble. Et je vais m'arrêter là sur la réglementation européenne. Ça peut durer des heures. J'allais juste préciser que c'était une réglementation qui était européenne. Tout à fait. Et effectivement déclaratif. C'est-à-dire que c'est chaque fonds et chaque société de gestion qui se positionne sur ces différents Absolument. articles. C'est donc un premier pas effectivement dans la transition et dans la transformation durable. Mais il y a d'autres choses à faire. Et effectivement, il y a à terme peut-être, et on va en parler, réglementer tout ça. Vous voulez rebondir peut-être peut-être juste sur SFDR, effectivement. On voit qu'on n'est pas encore complètement stabilisé. Ce que l'on constate, nous, dans le marché de l'asset management, c'est qu'il y a quand même des interprétations différentes entre les sociétés de gestion. Donc, les définitions que donne Sarah, effectivement, sont assez claires, mais je pense que ce n'est pas toujours perçu de la même façon. Donc, c'est vrai qu'on a une
vision, nous, assez stricte de ce que peut être un article 9. On a des objectifs de durabilité et on a surtout une mesurabilité après de l'atteinte de ces objectifs. Et ça, c'est très, très important. Voilà, ce qu'on ne retrouve pas forcément toujours dans les fonds qui, encore une fois, se déclarent article 8 ou article 9. Après, en tant qu'investisseur, c'est vrai qu'on va avoir ce biais, puisque d'aller vers des articles 8 et des articles 9, ça ne nous empêche pas, bien évidemment, nous, de faire notre propre analyse, puisque c'est extrêmement important pour nos analystes, voilà, de se faire leur propre opinion. Et surtout, ça ne nous empêche pas d'accompagner aussi les sociétés de gestion dans une démarche d'amélioration. On peut voir des fonds qui sont article 6, qui sont vraiment un cheveu, finalement, de pouvoir être article 8, et donc on essaie aussi de les encourager dans le cadre de notre démarche d'investisseurs responsables. On parle des investissements, mais la démarche, c'est aussi une démarche d'engagement vis-à-vis de nos parties prenantes, qu'il s'agisse des émetteurs, enfin des entreprises que l'on finance, ou qu'il s'agisse des sociétés de gestion avec lesquelles on travaille. Donc c'était juste pour rebondir sur le propos de ça. Juste peut-être, Jean-François, avant que je vous donne la parole, est-ce que vous voulez peut-être juste conclure, Sarah, sur l'article 29 qu'on n'a pas abordé? Tout à fait, bien sûr. Parce que, bien entendu, une fois qu'on a cette réglementation européenne, il faut aussi la mettre dans le droit français. Et pour ça, en fait, il faut se souvenir que nous, de notre côté, on avait beaucoup d'avance en France. On avait, avec le fameux article 173, depuis après la COP21, donc un moment déjà, on avait commencé à faire cet exercice de se dire les sociétés de gestion, les fonds d'investissement vont reporter, vont essayer de nous en dire plus sur leur stratégie en matière d'ESG. Et donc, bien entendu, avec ce fameux SFDR qui arrive, on est obligé de mettre à jour notre réglementation. Et il faut savoir qu'en France, voilà, on a comme idée, je pense, le régulateur a cette idée de se dire on a déjà un petit peu d'avance par rapport à l'Europe, puisque nous, on connaît ces exercices-là depuis un moment. Donc, du coup, on va transposer le SFDR, mais on va y ajouter quelques petits détails de plus pour s'entraîner un petit peu. Et puis, on peut supposer que l'Union européenne sera ravie de s'intéresser à ces thématiques dans un an ou deux. Mais finalement, nous, on a pris deux autres sujets qui ne sont pas forcément tout à fait retranscrits dans SFDR, qui sont la biodiversité et le changement climatique. Ça génère forcément beaucoup de défis parce que, en tant qu'investisseur, commencer à regarder les enjeux biodiversité, ceux du changement climatique, on commence à avoir pas mal de méthodologies, à parler quasiment le même langage. Sur la biodiversité, c'est le tout début. Et donc, l'article 29 impose à tous les investisseurs, à partir d'une certaine taille, de reporter chaque année sur leur engagement en matière de biodiversité. Je pense que mes confrères juste à côté pourront nous en parler. Ça doit être un sacré défi d'intégrer tous ces indicateurs-là et de s'engager sur ces questions. Donc maintenant qu'on a vu tous ces articles, ces labels, quels sont les enjeux ou quels sont les changements en cours sur ces sujets justement, et comment cela va impacter un investisseur? Parce qu'au final, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment on impacte l'investisseur. Oui, absolument. Alors, j'aimerais peut-être revenir très rapidement sur justement l'article 29, parce qu'il y a quand même des dispositions qui sont assez fondamentales, notamment la nécessité pour les fonds au-delà de 500 millions d'euros et puis pour les assureurs, de définir en fait un alignement du portefeuille d'investissement sur une trajectoire net zéro, donc une trajectoire en lien avec l'accord de Paris. Qui vise donc à arriver à 1,5 degré. Donc, ça signifie notamment d'arriver à une position net zéro à 2050. Donc, ça veut dire qu'en fait, on doit fixer des objectifs de décarbonation de nos portefeuilles tous les 5 ans, en lien avec l'accord de Paris. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement structurant pour nos portefeuilles, parce que ça veut dire que, en fin de compte, on doit comprendre au niveau de chaque émetteur, au niveau de chaque fonds dans lequel on est investi, quelle est la trajectoire de décarbonation qui doit être mise en place. Donc grosso modo, nous chez Aviva, ce qu'on a fait, c'était dans le cadre de notre appartenance à la Net Zero Asset Owner Alliance, qui regroupe les fonds de pension et les assureurs qui justement s'engagent sur la mise en place d'un protocole d'alignement des portefeuilles d'investissement à Net Zero. En fait, on s'est engagé à réduire l'intensité carbone de nos portefeuilles de 25% entre 2019 et 2024. Et la prochaine étape, c'est de réduire, donc ça c'est l'objectif justement de la Net Zero, c'est que les portefeuilles d'investissement décarbonent en termes d'intensité carbone de 50% entre 2019 et 2050. Donc ça c'est vraiment, je dirais,
quelque chose d'extrêmement structurant pour nos portefeuilles. Et donc, ce que vient rajouter l'article 29, au-delà donc de cette nécessité d'aligner nos portefeuilles à une trajectoire des zéro, c'est maintenant d'aligner nos portefeuilles à une trajectoire de préservation de la biodiversité. Donc là, on ne sait pas encore exactement comment on va faire. Donc il y a la data qui commence à émerger. Et certains, justement, fournisseurs français sont un peu en pointe sur ce sujet. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on va devoir se prononcer. Et un troisième élément qui est également important, c'est que l'article 29 nous demande également de définir une sortie du financement des hydrocarbures non conventionnels. Donc là aussi, c'est un challenge pour l'ensemble des assureurs et puis la place de Paris. Donc, comment cela impacte nos portefeuilles? Alors, ce qui est important de considérer, c'est que, en fait, tous ces changements réglementaires ont vraiment introduit, d'une part, une continuation de ce qu'on faisait chez Abeille Assurance, enfin ex-Aviva, puisque nous intégrions les critères ESG depuis pas mal de temps, mais ça nous a permis en fait de nous focaliser sur certains sujets, donc notamment le changement climatique, notamment la biodiversité, mais ça a également mis l'accent sur le fait que en fait on devait vraiment prendre en compte les éléments de double matérialité qui avaient été introduits dans le DPEF, mais qui sont également repris par la SFDR. Et cette double matérialité, en fin de compte, c'est comprendre comment nous, en tant qu'investisseurs, on impacte le monde extérieur et comment le monde extérieur nous impacte. Donc, comment le monde extérieur nous impacte, effectivement, c'est quelque chose qu'on commençait à considérer, mais un peu moins comment nous, nos investissements, impactaient le monde extérieur. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'ESG, c'est quelque chose d'extrêmement multidimensionnel. Donc, effectivement, il y a l'environnement, le social, la gouvernance, mais il y a plein de sous-éléments de l'ESG. Il y a plein de moyens de faire de l'ESG. Ça peut être de l'investissement thématique, ça peut être de l'exclusion, ça peut être du best in class, ça peut être de l'engagement, de la politique de vote. Donc en fait, ce qu'on va trouver, c'est que les différents investisseurs vont utiliser en fait une variété d'outils qui sont à leur disposition pour mettre en place une politique ESG. Donc on avait évoqué justement SFDR articles 8 et 9, et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que effectivement, certes, l'Union européenne a mis en place en fait une classification, mais cette classification reste quand même assez high level, parce qu'elle n'est pas très détaillée. Ce qui fait que ça peut amener des problématiques de greenwashing, et c'est pour ça que l'ESMA a annoncé qu'ils allaient revoir plus précisément comment la classification des fonds articles 8 et 9 allait s'appliquer. Ensuite, je voulais juste donner un chiffre. En fait, à l'heure actuelle, il y a la moitié des investisseurs institutionnels et au niveau mondial qui utilisent l'ESG dans leur politique d'investissement, alors qu'en 2017, on était à 5%. Donc, ce dont on se rend compte, c'est que l'ESG, c'est vraiment devenu quelque chose de mainstream. Donc, nous, par exemple, chez Abeille Assurance, nous avons classifié l'ensemble de nos mandats en article 8. Donc, pour nous, il n'est plus concevable de pouvoir d'investir dans des fonds article 6. Ensuite, l'ESG, on l'a évoqué, c'est un moyen, effectivement, d'appréhender les risques, parce qu'on se rend compte que une partie de la valorisation des entreprises ne consiste plus dans leurs actifs matériels, mais également dans leurs actifs immatériels. Et on voit bien que les risques ESG, justement, vont venir impacter ces éléments d'immatérialité, notamment la valeur de la marque, qui peut être impactée par ces problématiques ESG. Par exemple, on a eu l'exemple de Volkswagen, on a eu l'exemple de Facebook. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que prendre une position sur un élément ESG en soi requiert d'avoir des valeurs, d'avoir une réflexion, d'avoir une approche qui soit bien coordonnée. Alors, par exemple, on peut prendre l'exemple, par exemple, du cobalt. Okay, donc, le cobalt est nécessaire à la production de batteries lithium-ion qui viendront alimenter des voitures électriques. Néanmoins, le cobalt, donc c'est positif pour l'environnement. Mais le problème, c'est que le cobalt, en fait, on le récupère dans des mines en République démocratique du Congo, dans des conditions absolument effroyables, où en fait, on a plein d'enfants qui
qui travaillent dans des mines de cobalt. Et donc, où est-ce qu'on place le curseur? Est-ce que, effectivement, on finance des entreprises qui produisent des batteries pour financer la transition, mais comment est-ce qu'on prend en compte ce critère social d'exploitation d'enfants? Donc, il y a toute cette problématique qui est assez importante. Voilà, je reste là pour l'instant. Merci. Il y a notamment un panel en fin de journée sur l'hydrogène qui pourra être peut-être une solution à tout ça. La réglementation impacte les investisseurs, comme on vient de le voir, dans la sélection des fonds, mais vous investissez aussi, Carole, en direct dans les entreprises. Comment sélectionnez-vous vos émetteurs en direct et comment opérez-vous cette sélection extra-financière sur tous les émetteurs obligataires du marché? Ouais. Alors juste pour donner quelques éléments de contexte, au niveau du groupe Maïf, nous gérons 22 milliards d'euros et sur le portefeuille obligataire géré en direct, ça représente une soixantaine de %. Si je fais un focus sur les émetteurs corporate qui nous intéressent plus ici, je pense, on est sur un portefeuille d'à peu près 8 milliards d'euros et ça représente 200 émetteurs que l'on suit au niveau de la gestion. En fait, on a 3 niveaux d'analyse. On a un premier niveau concernant les émetteurs corporate, c'est un niveau finalement d'éligibilité et d'exclusion, c'est-à-dire que l'on va exclure de nos investissements toutes les activités qui peuvent avoir un impact négatif sur la société ou sur l'environnement. Donc on a des exclusions normatives assez évidentes qui concernent l'armement, le tabac. Et dans le cadre de la stratégie climat que l'on déploie avec un objectif d'alignement de nos portefeuilles sur une trajectoire à 1,5 degré en 2030, une trajectoire à 1,5 degré 2050-2100, mais on a mis en place également des exclusions sur le secteur du charbon, sur les énergies fossiles non conventionnelles et certaines énergies fossiles conventionnelles également. Je ne rentrerai pas dans le détail, ce n'est pas le sujet. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est celui de la prise en compte de la notation extra-financière qui nous est donnée par un de nos prestataires qui est ISS ESG, Execom. Et donc, on admet dans nos investissements les entreprises qui ont une notation comprise entre A+, et C-, sachant qu'on a encore dans la grille de notation d'ISS ESG des émetteurs qui peuvent être notés de D+ à D-. Donc, ceux-ci, on les considère comme étant non éligibles parce que trop, en tout cas, pas compliant avec nos critères ISR. Pour ces émetteurs-là, ce que l'on constate assez souvent, c'est qu'ils sont mal notés parce qu'ils communiquent mal. Donc on a aussi cette démarche d'engagement vis-à-vis de certains de ces émetteurs pour les sensibiliser et faire passer l'idée que un peu plus de communication. Alors la réglementation a changé les choses, leur permettrait peut-être finalement d'avoir une notation par ces analystes extra-financiers un peu meilleurs et de les rendre éligibles, en tout cas aux investissements Maïf, mais peut-être à d'autres investisseurs aussi. Et la troisième couche, c'est l'analyse qui est effectuée par nos analystes ISR en propre, qui ont leur propre grille d'analyse sur différents critères qui ont du sens pour le groupe. Et donc, on a ces 3 niveaux en fait d'analyse. Et juste pour illustrer comment ça fonctionne, en fait, si on part d'un univers d'entreprise, je dirais financièrement éligible à nos investissements sur la base de critères de notation, de domiciliation, etc. Donc un univers de 100 entreprises. Après, si on prend en compte nos filtres et nos exclusions extra-financières, on va tomber à 83 entreprises éligibles. Et une fois qu'on a mené nos analyses, alors financière aussi, parce qu'on n'oublie pas quand même le financier, on a notre première responsabilité est quand même fiduciaire, je le rappelle. Donc une fois qu'on a mené notre double analyse financière et extra-financière, telle que je viens de l'exposer, finalement on investit dans 16 entreprises. Donc bien évidemment on a ces doubles analyses qui jouent, On peut avoir des considérations de valorisation au moment de l'émission qui font qu'on n'y va pas, mais on a aussi des considérations extra-financières qui font qu'on ne va pas financer certains émetteurs. C'est ce que vous appelez la triple comptabilité?
Non, pour nous, ce n'est pas la triple comptabilité. Là, on est vraiment au niveau de la prise de décision, au niveau des investissements. Donc, la triple comptabilité, elle est en réflexion au sein du groupe, mais je ne pourrais pas vous donner trop d'informations là-dessus. Très bien. Merci Carole. Sarah, au niveau justement de toute cette gestion extra-financière, on voit qu'il y a de la donnée qui est importante. On a notamment récemment le cas Orpea qui nous a montré les failles un petit peu de ces données et du système. Quel est votre sentiment sur le sujet justement ? Alors effectivement, ça a été super bien expliqué par Carole, toutes ces étapes, et pourtant il arrive encore des cas Orpea. Donc preuve que rien n'est infaillible, tout simplement. Preuve aussi qu'on peut être surpris par ce qu'on appelle des controverses. Aujourd'hui, il y a parfois des signes faibles et parfois il n'y en a pas. Je pense que beaucoup d'investisseurs spécialisés sur le marché de l'automobile n'ont pas vu arriver le Dieselgate, et pourtant il a eu lieu. Et bien Orpea, c'est un petit peu la même chose. Après, je pense que ce qui est important, c'est de tirer les leçons, parce qu'il y en a à tirer, par contre, c'est clair. Probablement, la première leçon, c'est de se dire que ce n'est pas parce qu'un secteur d'activité est dit responsable que ce qui se passe à l'intérieur est forcément responsable. Bien entendu, on peut très mal fabriquer des éoliennes, on peut très mal prendre soin des seniors, on l'a vu. Et donc, il ne faut pas simplement se fier à la surface, c'est peut-être la première chose à retenir. La seconde, c'est que justement, quel que soit le secteur, on doit intensifier nos vérifications, nos contrôles. Carole l'expliquait très bien en disant, au-delà, on ne regarde pas que le score. On a aussi des analystes qui étudient les entreprises une par une. Et ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on peut avoir tendance, en tant qu'investisseur, à se fier à des notations. Et c'est exactement comme la crise de 2008 dans la finance dite classique. C'est-à-dire qu'on s'est fié à des notations, des AAA, des choses comme ça, et puis on a découvert des mauvaises surprises. C'est pareil dans l'extra-financier. C'est pourquoi on peut se dire que les notes sont utiles parce qu'elles nous donnent une première vue généraliste, mais qu'ensuite on a un devoir en tant qu'investisseur d'étudier dans le détail chaque entreprise. Je pense que la discussion, l'engagement actionnarial est aussi probablement un levier qui peut permettre d'identifier certains signaux faibles et de nous alerter sur des conditions de travail difficiles, sur des sujets pas forcément très rassurants et qui peuvent nous permettre donc de, au minimum, mettre des alertes, au maximum peut-être parfois sortir avant les catastrophes. C'est ça qui compte. En tout cas, l'idée finalement, c'est aussi de se dire que c'est on va dire une guerre de la data, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations sur le marché. L'information, pour l'instant, elle coûte cher. C'est coûteux d'avoir des analystes en interne qui étudient les entreprises une par une. C'est coûteux d'acheter de la donnée extra-financière, surtout quand on a plusieurs fournisseurs de données, parce que il en faut pour chaque activité et on est obligé de se spécialiser, etc. Et donc, c'est sûrement la data est sûrement le centre. Il y a tout un tas de réflexions qui se font aujourd'hui sur comment on peut améliorer cette donnée, comment on peut la standardiser, comment on peut la rendre de moins en moins coûteuse. Il y a plein de fintech qui se mettent sur ces sujets-là. C'est très intéressant aussi parce que c'est tout l'enjeu. Et en fait, l'important, c'est de se dire, le diable est dans les détails. D'autres surprises de ce type-là, on en verra très certainement. Il y a sûrement des investisseurs qui, suite à Orpea, du coup, vont améliorer leurs pratiques, encore plus pousser leurs analyses et réussiront à voir ces signaux faibles avant les autres. Ce seront ceux qui sortiront gagnants. C'est exactement comme dans le monde de la finance classique. Finalement, il n'y a rien de nouveau. Il peut y avoir des mauvaises surprises. La différence, probablement, c'est que quand on truque ces informations extra-financières, c'est pas comme quand on trafique ses comptes, puisque on a quand même l'expert comptable quand on est sur la partie financière, alors que côté extra-financier, on n'a pas encore beaucoup de cadres, il n'y a pas encore beaucoup de sanctions. Et on l'a vu côté financier avec nos amis allemands sur le cas de DWS qui s'est fait attraper en indiquant que finalement les promesses qu'ils ont fait en matière de ESG, elles n'étaient pas vraies. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est du déclaratif. Malheureusement, on a encore peu de visibilité là-dessus, mais le monde change aussi, il évolue et petit à petit, je pense qu'on va avoir de plus en plus de contrôle. Ça va être de plus en plus engageant d'avancer des données extra-financières. Et donc en bout de chaîne, on peut imaginer que ça va aller donc de mieux en mieux. Et pour conclure finalement sur ce cas Orpea, restons vigilants, poussons les analyses le plus loin possible, ne nous fions, faut pas se fier à des détails, et puis normalement, voilà, ça peut que aller mieux. Si je peux me permettre de rebondir sur un sujet extrêmement important que Sarah a évoqué, c'est celui de la donnée, qui est absolument primordial. Notamment pour l'intégration des facteurs de durabilité dans la gestion. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, en fait, il y a un nombre assez réduit de fournisseurs de données. On les compte un peu sur la doigt de la main, enfin, en tout cas pour ceux qui sont utilisés par la plupart des investisseurs. Le problème qu'on constate, c'est qu'il y a quand même un problème de qualité de données, de mise à jour des données,
et de transparence. Donc ça, c'est vraiment des problèmes assez fondamentaux si on veut faire de l'intégration de facteurs de durabilité de manière très robuste et transparente, ce qui est notre devoir maintenant, justement dans le cadre des tests réglementaires qu'on avait évoqués auparavant. Donc ce que ça implique, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait des équipes ESG qui soient plus nombreuses, mieux formées et qui utilisent justement cette information qui nous est donnée par ces fournisseurs de données, mais qui la challenge également pour qu'on puisse se former en fait une opinion sur justement les qualités intrinsèques ESG des entreprises. Et un autre élément qui est extrêmement important, donc on a évoqué la biodiversité, on a évoqué le changement climatique, et ça, ce sont des domaines qui par essence sont extrêmement techniques et compliqués pour essayer d'appréhender justement l'impact de ces changements sur la valorisation des actifs. Donc là, ça nécessite également des expertises qui typiquement n'étaient pas présentes, je dirais, chez Asset Manager, chez Assure peut-être sur la partie climat, mais qui n'étaient pas, je dirais, lié directement à la gestion des actifs. Et ensuite, un troisième élément, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une forte interaction, une forte collaboration entre les analystes ESG d'un côté, la gestion, et également tout ce qui est analyse crédit et analyse equity côté asset manager. Parce que typiquement, les gérants et les analyses crédit ou actions n'auront pas l'expertise requise pour justement comprendre comment est-ce que l'évolution de la tonne de carbone et puis le fait qu'il y a une montée des eaux dans une zone où une entreprise dans laquelle on investit un fournisseur important, quel sera l'impact sur le PNL et la valeur de l'entreprise. Donc en fait, il faut vraiment qu'il y ait une mise en commun de compétences et une collaboration assez forte. Et alors, justement, une des solutions qui permettra d'adresser ce problème, je l'espère en tout cas, moi j'ai participé aux travaux du groupe d'experts de l'EFRAG sur la mise en place justement des standards de reporting dans le cadre de la mise en place de la CSRD, donc qui sera mise en place, je me souviens bien, en 2025 pour reporter sur le closing 2024. Et je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont regardé un peu les standards de reporting, mais ils sont extrêmement onéreux. Par exemple, le standard climatique, à l'heure actuelle, il fait 130 pages. Donc, il y a une vingtaine de standards de cet acabit, et ce sera audité. Donc, il faut vraiment avoir en tête que si les propositions de l'EFRAG sont adaptées par la Commission et sont mises en place, ça va générer une industrie du reporting non financier qui sera absolument considérable. Ce qui va nous aider, nous, en tant qu'investisseurs, puisque en fait, on sera plus vraiment dépendant des données extra-financières qu'on ira chercher chez MSCI, Trucost, ce qui est plutôt bénéfique. Mais après, il y aura une question effectivement du traitement de l'information et comment on l'utilise pour gérer nos actifs. C'est vrai que nous, en tant qu'investisseurs, on demande des normes et aussi des données auditées quelque part, parce que ça nous apportera un certain confort, c'est évident. Au final, Jean-François, vous avez presque répondu à la question de quel est l'impact de l'entreprise sur l'investisseur et quel est l'impact de l'investisseur sur l'entreprise. Mais est-ce qu'il y a peut-être des choses à rajouter, notamment sur le financement via la dette et le ISSB dont on avait parlé pendant la préparation ? Oui, donc l'impact des entreprises sur les investisseurs et les investisseurs sur l'entreprise, c'est vrai que c'est un peu une problématique de double matérialité là également. Donc en fait, nous, effectivement, en tant qu'investisseurs, on a des facteurs de durabilité intégrés. Donc lorsqu'on finance du capital ou de la dette, on prend effectivement en compte les performances à venir des entreprises. Mais ce qui est important également, justement dans une perspective plus d'investissement en ligne avec Net Zero, c'est que en fait, il y aura forcément des entreprises considérées comme étant en retard, qui ne rattraperont jamais leur retard et qui n'ont pas envie de rattraper leur retard, qui veulent avoir un modèle d'affaires carboné. Donc ces entreprises-là, typiquement, on ne sera pas intéressé pour les financer. Et par contre, il y a des entreprises qui peuvent avoir un modèle d'affaires très carboné un instant T, donc qui pourra pénaliser en fait notre reporting ou nos objectifs
d'intensité carbone, par exemple, de nos portefeuilles d'investissement, mais qui ont vocation justement à développer des technologies bas carbone et à décarboner leur modèle d'affaires. Donc là, notre rôle, effectivement, c'est vraiment d'accompagner ces entreprises dans leur transformation, même si ça a un coût carbone pour nous à courte échéance. Ce qui est important, c'est vraiment de financer la transition de manière intelligente et accompagner l'économie vers ces objectifs de décarbonation. Vous voulez rebondir, Sarah ? Oui, peut-être un mot justement sur cette question de transformation. Je pense que tous les outils qui se développent aujourd'hui, je pense au green bond, au social bond, et je vous en passe, en termes de noms, sont justement très intéressants pour répondre à cette question de transition. C'est-à-dire que je suis persuadée aujourd'hui qu'il semble compliqué d'investir dans certaines structures qui font au hasard du fossile, mais il y a d'autres thématiques en direct. Par contre, financer des green bonds et accompagner leur transformation, oui, je pense que c'est important de le rappeler aussi, c'est-à-dire que l'ESG n'est pas l'ennemi du monde d'avant et on est positif sur l'idée d'aider les entreprises à se transformer. Au contraire d'ailleurs. C'est pour ça que ces outils-là existent. Ils nous permettent d'identifier les investissements qui vont servir la transition d'entreprises qui sont aujourd'hui carbonées, mais qui demain vont devoir changer leur modèle d'affaires. Et si elles souhaitent se transformer, il y a des investisseurs derrière qui sont prêts à les aider. Et c'est probablement important de le rappeler, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une opposition, mais plutôt dans un accompagnement. Alors évidemment, quand on n'a pas envie de changer, c'est moins facile, bien entendu, mais pour tous ceux qui le souhaitent, il y a des moyens aujourd'hui d'investir, de nous aider, nous, à investir, en nous aidant à flécher finalement ces investissements pour accompagner ces transitions-là. Et ça compte finalement parce que ça permet de se mettre collectivement autour de la table pour se transformer sans être dans l'opposition, tout simplement. Carole, je vous donne la main. Et après, on passera aux questions-réponses. Donc, s'il y a dans la salle des personnes qui souhaitent vous poser des questions. Juste pour illustrer les propos de Sarah, je vais vous donner quelques chiffres, mais sans vous assommer sur ce marché des green bonds ou des social bonds. C'est un marché qui est vraiment en forte croissance. En 2021, il y a eu 390 milliards d'euros d'émis sous ce format-là, soit plus 60% par rapport à 2020. Donc on voit l'engouement pour les émetteurs également, qui ont bien compris que les investisseurs avaient beaucoup d'appétence pour ce type d'obligations. Si on regarde comment ça se répartit, finalement, c'est à peu près 50-50 entre des émetteurs État, agences, supra, d'un côté, et les émetteurs corporate et financière de l'autre, et sur le marché vraiment du crédit corporate européen, en 2021, ces green ou social bonds sont représentés 10% des émissions. Donc pour à peu près 1000 milliards d'émissions, on était à 100 milliards. Donc c'est conséquent, et c'est vrai que nous, investisseurs, on aime bien. Je vais vous donner quelques chiffres effectivement pour Maïf sur les achats nets, les achats bruts obligataires qu'on a effectués en 2021. 50% ont été effectués dans des green ou social bonds, donc des bonds labellisés. Donc ça représente en achat de bonds labellisés sur l'année dernière 800 à 900 millions d'euros. Voilà, c'était juste pour illustrer ce point-là. Merci. Y a-t-il des questions justement dans la salle, des personnes qui auraient... Oui. Je suis Mélodie Ripper. J'avais une question. Vous parliez justement des investissements pour des entreprises extérieures et pour une entreprise qui souhaite s'orienter vers une transformation durable. Qu'est-ce que vous lui conseillez pour intégrer des critères ESG au niveau de ses reporting, au niveau de sa gouvernance? Par quoi commencer? Quels outils? Parce que c'est très vaste. Donc, quel serait le démarrage? Par quoi Qui veut répondre? Sarah? Allez. Du coup, déjà très bonne nouvelle. Si vous souhaitez vous engager, merci. Ça va nous aider. Et tout va dépendre forcément de la taille de votre entreprise. À partir d'une certaine taille, on est quand même embarqué par des obligations réglementaires. On parlait de la déclaration de performance extra-financière et Carole l'illustrait très bien. Les structures d'un petit peu plus petite taille ont tendance à moins reporter. Donc on a moins d'infos, donc on investit moins. C'est assez malheureux. Et donc finalement, je pense que vous pouvez vous inspirer déjà de ce qui est fait dans le cadre de la réglementation, même si ce n'est pas imposé pour vous encore, si votre taille ne vous le permet pas. Vous pouvez quand même vous en inspirer. Aujourd'hui, c'est sous le champ, je pense, au sens large de la RSE.
On va retrouver les normes ISO qui peuvent vous accompagner pour avoir quelques pistes afin de vous adapter. Vous avez effectivement la déclaration de performance extra-financière. Les travaux de l'EFRAG dont parlait Jean-François sont publics eux aussi. Donc si vous voulez vous projeter pour choper des indicateurs, vous pouvez vous lire tous les documents des groupes de travail. Il y a une quantité d'indicateurs formidables. Vous pouvez piocher dedans, ça peut aider. Et finalement, ensuite, l'idée, c'est de bâtir petit à petit une stratégie, une feuille de route. Regardez où est-ce que vous en êtes. Il faut des outils de mesure. De toute façon, avant de prendre quelques décisions que ce soit en matière de feuille de route, il faut pouvoir se regarder, s'analyser, prendre un petit peu de recul sur là où on en est. Et puis, une fois que c'est fait, aller piocher dans tous ces guides, toutes ces méthodologies, un certain nombre d'indicateurs, sachant bien entendu que la réglementation CSRD dont on parlait juste avant, elle va aller toucher les PME à partir de 2026. Donc, même des structures qui font 250, 500 salariés vont être concernées demain. Donc, l'idée, c'est peut-être bien suivre ces travaux réglementaires comme ils arrivent petit à petit, commencer à s'en inspirer pour bâtir un début de méthodologie, et puis le régulateur arrivera derrière pour encadrer tout ça. Je peux peut-être juste compléter. J'ai fait un focus sur les green bonds, les social bonds. On parle du marché obligataire coté, mais il faut avoir conscience aussi que sur la dette privée, donc qui concerne les entreprises qui n'ont pas accès à ces marchés cotés, on voit aussi la tendance qui se dessine. Ça prend vraiment de l'ampleur. Il y a des fonds aujourd'hui qui sont des fonds de dette privée, qui sont des fonds d'impact et qui vont aider justement ces entreprises qui sont des ETI, des PME, voire parfois des TPE, alors c'est plus compliqué, mais qui vont les aider justement à définir des indicateurs d'impact et qui vont parfois conditionner le niveau du coupon, par exemple, qui devrait être payé par l'entreprise. Et donc, c'est important de souligner que ça touche finalement tous les marchés, qu'on parle des marchés cotés, des marchés non cotés, et donc toutes les tailles d'entreprise de fait. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, ici. Oui, bonjour, Damien Didier. J'aurais une question pour Madame Zaccheo. On sait que le besoin en compétences humaines et en temps et en technique est de plus en plus important sur l'intégration des critères ESG. Est-ce qu'en tant qu'assureur, on va plutôt vers une internalisation de ces compétences au sein des directions d'investissement ou plutôt vers une externalisation vers les sociétés de gestion vers lesquelles on va se reposer pour nous transmettre que ce soit les données ou la prise en compte de ces critères ou l'intégration de ces critères ESG ? Les deux. C'est ce que je soulignais tout à l'heure. On a aussi besoin d'avoir notre indépendance de vue et d'analyse. Donc, en fait, tout dépend de comment est structurée la gestion. Chez nous, on a une partie importante de la gestion qui est effectuée en direct, mais toutes les classes d'actifs de diversification vont être effectuées via la gestion déléguée. Donc, évidemment, on va devoir s'appuyer sur les sociétés de gestion qui vont nous transmettre la donnée, et sur des prestataires qui vont nous aider à l'analyser, mais on a aussi besoin de garder, nous, cette compétence en interne. Nos équipes ISR, aujourd'hui, il y a quelques années, on avait un analyste ISR, aujourd'hui, nous en avons 4. Donc, il est important pour un institutionnel de garder son indépendance. Oui, je pense qu'on fait effectivement souvent la distinction entre asset owner, asset manager. Je pense qu'il est important, justement d'un point de vue de devoir fiduciaire, que Carole avait évoqué, que l'asset owner garde un peu la main sur justement cette définition des objectifs ESG, également de l'analyse, pour pouvoir être à même de challenger justement sa société de gestion. Une dernière question avant qu'on remercie notre panel. Oui, bonjour. Gaëlle Cognier, je suis avocate et je trouve ça intéressant que vous soyez ici en tant qu'à la fois assureur et investisseur, parce qu'en tant qu'assureur, donc vous êtes directement en lien avec les impacts du changement climatique, avec l'augmentation du coût des dommages, et en même temps en lien avec les entreprises dans lesquelles vous investissez. Alors j'entends maintenant vous accentuant vers les entreprises plutôt vertueuses, et en même temps il y a aussi un certain nombre d'entreprises qui, au moins par le passé, ont contribué aux émissions de gaz à effet de serre notamment, qui sont à l'origine des dommages que vous allez devoir contribuer à financer, en tout cas à réparer. Et donc, à l'heure actuelle, la réparation de ces dommages est appréhendée plutôt par les mécanismes assurantiels classiques. Mais je me demandais s'il n'y avait pas aussi de l'innovation à avoir du côté financier pour intégrer, on va dire, cette sorte de passif climatique ou carbone
des entreprises de façon à organiser un financement des mesures de réparation et d'adaptation qui sont aujourd'hui nécessaires. Je peux peut-être essayer de répondre à votre question. Effectivement, typiquement, la TCFD en fait, répertorie 3 types de risques climatiques. Il y a le risque de transition, risque physique, et puis le litigation risk, donc je trouve que c'est le risque de contentieux en français. Effectivement, je crois que c'est ce que vous évoquez. C'est effectivement les sociétés, notamment sociétés pétrolières, qui ont émis beaucoup de carbone à travers justement la production et la vente de produits pétro-gaziers. Pourrait avoir, je crois, dans certaines juridictions, en fait, effectivement, une responsabilité juridique pour compenser les dommages qui ont été faits par des événements climatiques. Alors, on a vu plusieurs cas, me semble-t-il. J'ai en mémoire, justement, après Katrina, il me semble qu'il y a eu des poursuites judiciaires qui avaient été faites aux États-Unis contre les majors américaines. Il y avait un cas également d'un producteur péruvien, alors je crois que de quinoa, je ne sais plus très bien, qui avait poursuivi en justice la société RWE en Allemagne. Donc effectivement, nous, c'est quelque chose qu'on monitore. Malgré le fait qu'il n'y a pas énormément de données disponibles, c'est effectivement le risque de contentieux qui peut exister en fait sur nos investissements que nous avons à l'actif. Parce qu'on pourrait imaginer effectivement situation où il y a une class action et puis un peu comme le cas où on a vu pour Bayer, mais c'était pas le climat, c'était sur l'utilisation de produits insecticides qui je ne me souviens plus du nom du produit, mais qui causait le cancer. Effectivement, on pourrait avoir des scénarios où il y a class action qui génèrent en fait des amendes, des coûts très importants pour les entreprises et qui potentiellement puissent mettre en cause leur viabilité. Merci beaucoup. On peut remercier nos speakers du jour.